l'USS Titanic est inauguré en 1912, il n'est pas seulement le plus grand paquebot au monde, il est aussi la plus grande structure jamais construite par l'homme. Il mesure plus de 269 mètres de long et 53 mètres de haut. Il peut transporter jusqu'à 3500 passagers. Présenté comme un chef-d'œuvre de la construction navale, il est annoncé comme insubmersible. Sur les immenses ponts supérieurs, les salons ornés de boiseries attendent les passagers de première classe. Entassés sur les ponts inférieurs, les passagers de troisième classe rêvent d'une nouvelle vie en Amérique. Le Titanic est le joyau de son époque. Cette cale est comme l'empreinte de ces énormes navires. Elle fait la longueur de 4 pâtés de maison. Rendez-vous compte. La ligne de flottaison du bateau arrivait au sommet du bassin. Construit dans les chantiers navals de Belfast, le Titanic est le fleuron de l'industrie britannique. Symbole d'une puissance invincible, il restera dans toutes les mémoires comme la pire des catastrophes maritimes. Ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui encore qu'un bateau aussi gros, aussi massif, ait pu sombrer en plein milieu de l'Atlantique Nord. Senan Moloney est journaliste. Il enquête depuis 30 ans sur l'histoire du Titanic. C'est l'histoire de sa vie. Pour lui, la véritable raison du naufrage reste à découvrir. Certains aspects de cet incroyable feuilleton n'ont pas encore trouvé d'explication. Pourquoi naviguait-il si vite alors que la présence d'icebergs avait été signalée plusieurs fois? Pourquoi n'a-t-il pas ralenti? Pourquoi n'a-t-il pas fait un détour? Et surtout, comment un bateau réputé insubmersible a-t-il pu couler en quelques heures? Le Titanic est censé avoir été conçu pour résister à un choc violent. D'ailleurs, immédiatement après la collision avec l'iceberg, tout portait à croire que le navire resterait à flot jusqu'au lendemain. L'architecte naval du paquebot, Thomas Andrews, se trouve à bord. Il évalue rapidement l'étendue des dégâts. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. Il est persuadé que la structure interne du bateau l'empêchera de sombrer. Il est impossible que le Titanic coule. Pourtant, moins de 3 heures plus tard, le navire coule à pic. Mais l'iceberg est-il la seule cause du drame? N'y a-t-il pas un autre coupable? Le Titanic emporte alors ses secrets au fond de l'océan. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car un album photo oublié dans un grenier depuis plus d'un siècle vient d'être découvert. Il retrace l'existence éphémère du paquebot. Ces photographies remarquables et inédites ont été prises par l'ingénieur électricien du navire, John Kempster. Grâce à un nouveau traitement graphique, ces images en noir et blanc prennent désormais vie en couleur et en 3 dimensions. La qualité des détails est exceptionnelle. Steve Raffield est aussi spécialiste du Titanic. Il travaille depuis longtemps aux côtés de Senan Moloney. C'est lui qui a découvert cet album dans une vente aux enchères. Les photographies présentent le paquebot dans les chantiers navals de Belfast, avant qu'il ne soit dévoilé au monde entier. En raison de sa profession,
John Kempster avait un accès illimité au navire. C'est fantastique. Dans l'histoire du Titanic, c'est l'équivalent de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Les photos du lancement sont vraiment les joyaux de la collection. Une série de clichés illustre la première mise à l'eau du Titanic. J'adore les annotations qu'il a faites sous chaque photo. Il s'en va, il est parti. La technique de colorisation permet de reconstituer le lancement tel qu'il est apparu à John Kempster. Mais ces images ne se contentent pas d'immortaliser cet instant unique. Elles sont également une mine d'informations inestimables. Je tournais les pages de l'album, sans savoir exactement ce que j'allais trouver. Quand je suis tombé sur cette page, j'ai remarqué une trace très étrange sur la coque du Titanic. Juste ici. Elle m'a paru vraiment bizarre. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être le reflet de l'eau. Mais en regardant en détail, j'ai vu que ce n'était pas possible. Car sur la photo suivante, on retrouve la même trace diagonale. Sauf que l'angle n'est pas le même. Le navire a bougé. C'est très intéressant. Sur les deux photographies, l'angle de l'appareil et la position du paquebot sont très différents. Mais la trace mystérieuse d'environ 10 mètres de long est toujours là. Ce que tu as découvert est inexplicable. C'est précisément à cet endroit que la coque a heurté l'iceberg. Cela voudrait dire que cette dernière était déjà fragilisée ou endommagée avant de quitter Belfast. Si cette hypothèse est confirmée, elle pourrait avoir eu une influence décisive sur l'histoire du paquebot. Reste à découvrir ce qui se cache derrière cette trace noire. En voyant ces photographies, Senan Moloney se souvient d'un événement dont seuls les historiens du Titanic ont connaissance. Un incendie lors de la construction. J'ai tout de suite pensé au feu qui avait pris dans la coque alors que le bateau était encore à Belfast. L'incendie s'est déclaré dans une soute à charbon, au niveau de la chaufferie numéro 6. La chaudière se trouve précisément derrière la trace noire située sur la coque. Une question se pose. Quelle était la vitesse du navire lorsqu'il a percuté l'iceberg ? Lors de l'enquête officielle en 1912, plusieurs membres d'équipage rescapés du naufrage évoquent cet incendie lorsqu'ils sont appelés à témoigner à la barre. Avez-vous relevé un incident ? Oui, monsieur. Un feu couvait dans la soute. Mais il n'est pas retenu comme une cause possible de la catastrophe. En quoi ce fait est-il pertinent pour notre enquête ? Les nouvelles preuves photographiques renvoient Senan Moloney à certains récits de témoins qui se trouvaient à bord. Il s'intéresse à l'un d'eux en particulier, publié quelques jours après le naufrage dans un quotidien new-yorkais. J'ai retrouvé une interview de John Dilley qui était pompier à bord. Il n'a pas été appelé à témoigner à Londres, mais il a discuté sur le quai avec un journaliste. Il a déclaré, et pas du tout à la légère, que l'incendie était très important. Quel était votre rôle sur le Titanic ? Ma seule tâche à bord, c'était de combattre le feu avec les 11 pompiers de mon équipe. John Dilley faisait partie d'une équipe de pompiers et de soutiers qui travaillaient dans la salle des machines du Titanic.
Il révèle qu'un incendie majeur s'est déclaré dans l'une des énormes soutes à charbon du navire. Le feu a été détecté le jour du départ du Titanic pour Southampton, point de départ de son grand voyage inaugural. La marche à suivre pour lutter contre ce type d'incendie est d'évacuer le charbon incandescent avant que le feu ne se répande. Mais le Titanic est un paquebot immense, avec des soutes à charbon qui mesurent 10 mètres de haut. Nous n'avons pas réussi à étouffer l'incendie. Et les soutiers les plus expérimentés commençaient à être sérieusement inquiets. Le feu n'a pas encore été éteint? Non, monsieur. Mais ça empire. Nous avons des flammes. Les passagers étaient-ils au courant? Non, monsieur. Vous ne parlerez de ce feu ni aux passagers, ni à personne d'autre. Oui, monsieur. Et donc, quand avez-vous réussi à éteindre le feu? Jamais. Le Titanic était en feu depuis le jour de son départ. Le 10 avril 1912, le Titanic appareille pour Southampton. Plusieurs millionnaires voyagent sur les ponts supérieurs, notamment le célèbre homme d'affaires américain Benjamin Guggenheim et Lady Astor. Plus de 2000 passagers occupent les ponts inférieurs. Pour Senan Moloney, cet incendie dans la soute est une véritable révélation. Et cet événement aurait joué un rôle capital dans le naufrage du navire. Le journaliste irlandais Senan Moloney cherche à savoir si l'incendie déclaré dans la soute à charbon du Titanic a pu être la cause de son naufrage. Il se rend à Londres pour rencontrer plusieurs experts de renommée mondiale et trouver des réponses à ces questions. Bonjour, Enchanté. merci d'être venu. Regardez. C'est l'emplacement d'une soute à charbon? Oui, ça donne sur une soute. Incroyable. Guillermo Rein est l'un des rares scientifiques spécialisés dans les feux de charbon. Ça pourrait tout à fait avoir été provoqué par un feu couvant. D'après lui, l'incendie s'est sans doute déclaré tout seul. Il aurait brûlé un certain temps avant d'être détecté. Le plus inquiétant avec un feu de charbon, c'est qu'il n'a pas besoin d'un élément déclencheur. Il est spontané. On appelle ça l'auto-échauffement. Pas besoin d'un pyromane ni d'un accident. Le noyau du lit de charbon se met à chauffer lentement. Puis le foyer s'étend. Quand on détecte un feu couvant dans un tas de charbon, c'est qu'il se consume déjà depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sur le Titanic, l'incendie est découvert le jour du départ de Belfast. Mais le charbon a été chargé dans les soutes 3 semaines auparavant. J'ai lu des récits de témoins qui ont embarqué à Belfast et qui ont vu de la fumée monter d'une soute à charbon. Cela signifie-t-il que le feu brûlait depuis plusieurs semaines? Oui. C'est vrai? Le problème, c'est que lorsqu'on remarque une odeur ou n'importe quel signe d'incendie dans une soute, c'est déjà trop tard. Et c'est très difficile d'éteindre un feu couvant. Les matières auto-échauffantes peuvent atteindre des températures de 500 à 1000 degrés. Si le feu brûlait en effet à plus de 1000 degrés, il est peut-être à l'origine de la trace noire visible sur les photographies. La soute à charbon se trouve entre la coque et une cloison interne étanche, 2 éléments essentiels de la structure. Les exposer à des températures extrêmes serait très dangereux. La chaleur peut avoir des conséquences très graves sur les machines du navire. C'est un défaut de conception. Absolument. Pour être tout à fait clair, je ne monterais jamais sur un bateau s'il y avait un feu couvant à bord.
Alors pourquoi le directeur de la compagnie maritime décide-t-il malgré tout que le Titanic peut prendre la mer? Ses motivations se cachent peut-être dans les origines troubles des navires de classe olympique. Ces paquebots transatlantiques incarnent le prestige. Le Titanic était surnommé le roi des océans. Et il était promis à un brillant avenir. C'était une véritable merveille du monde moderne. Mais derrière le tapage publicitaire, la réalité est tout autre. La White Star, propriétaire des navires, perd du terrain face à sa principale rivale, la compagnie Cunard. La White Star a été acquise quelques années plus tôt par un magnat américain de la finance, J.P. Morgan. Son prix, l'équivalent actuel de 800 millions d'euros. La compagnie maritime de Morgan est déjà endettée au moment du rachat du navire et peine à couvrir ses pertes. Pour redresser la barre grâce aux liaisons transatlantiques, le directeur de la White Star, Joseph Bruce Ismay, doit rapidement disposer d'une nouvelle flotte. Senan Moloney poursuit son investigation et rencontre l'écrivain Brad Madsen, spécialisé dans la construction du Titanic. Je n'avais pas creusé l'hypothèse de l'incendie dans la soute car elle avait été écartée. Mais s'il y a de nouvelles preuves, ça m'intéresse beaucoup. Waouh, je n'ai jamais vu ces photos. C'est totalement nouveau. Brad Madsen croit savoir pourquoi la direction a décidé du départ du navire malgré l'incendie. L'urgence financière qui motivait la White Star l'a incité à réduire certaines dépenses qui leur semblaient superflues, tout simplement pour lancer les paquebots plus vite. Les chantiers Harland & Wolff conçoivent le Titanic dans leurs ateliers de Belfast. À plusieurs reprises, Ismay exige de modifier les plans pour des raisons financières. Il y a eu des économies sur l'épaisseur de l'acier, sur le nombre de canaux de sauvetage et sur d'autres aspects de la construction. D'après les recherches effectuées par Brad Madsen dans les archives de Harland & Wolff, l'architecte naval Thomas Andrews aurait été contraint de réduire de moitié le nombre de canaux ainsi que la largeur du plaquage en acier de la coque. La sonnette d'alarme est tirée une première fois, en septembre 1911, lorsque l'Olympique percute dans la Manche un bateau de la Marine royale britannique, le HMS Hawke. Les photographies prises après la collision montrent une énorme fissure dans la coque du navire. Malgré la faible vitesse de l'impact, l'acier de piètre qualité a été facilement éventré. Les dégâts provoqués auraient dû alerter le directeur de la White Star, comme l'explique l'expert en métallurgie Martin Strongwood. On a relevé beaucoup de fissures dans l'acier, ce qui n'est jamais bon. La proue du HMS Hawke a suffi à percer la coque de l'Olympique. Si un ingénieur de l'époque avait regardé ces photos, il aurait vu que l'acier pouvait céder sous la violence d'un impact. Autre fait étrange, Martin Strongwood affirme que cet acier supportait mal la chaleur extrême. L'acier doit être résistant au feu. Et donc il faut absolument utiliser un acier très pur. Les dégâts provoqués par la collision immobilisent l'Olympique pendant 8 semaines et freinent également la mise en service du Titanic. Son arbre d'entraînement et les pales de son hélice sont récupérés pour réparer l'Olympique et le remettre à flot le plus rapidement possible. Cette photographie montre la dimension de l'arbre d'entraînement du Titanic qui relie les moteurs à une hélice gigantesque. Les travaux coûtent à la White Star l'équivalent de 22 millions d'euros et retardent d'1 mois la livraison du Titanic. Son voyage inaugural a déjà été repoussé à plusieurs reprises.
L'incendie dans la soute à charbon est le contretemps de trop.